J'ai rarement été aussi inquiet devant un premier tour de Rafa et j'ai peur que ma nuit de lundi à mardi soit cauchemardesque. En effet, le Mallorquin va affronter la rising star britannique Jack Draper pour ce premier tour et pour leur première confrontation. Pour un premier tour, c'est quand même un match qui a des gros enjeux puisqu'il s'agit pour Jack Draper de battre Rafa et donc de marquer les esprits, de marquer les consciences et pour lui de transformer un petit peu l'essai d'une grosse évolution. Et pour Rafa, il s'agit d'enfin, j'ai envie de dire, débloquer le compteur de victoires dans cette année 2023. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi je pense que Jack Draper peut battre Rafa sur ce premier tour. Alors Jack Draper n'est pas encore identifié comme un véritable outsider en Grand Chelem, mais cela pourrait bien changer tant son jeu, sa carrière sont en constante évolution. Alors pour comprendre un petit peu qui est Jack Draper, il faut regarder évidemment son passé mais aussi ses proches. Alors Jack Draper a 21 ans, il est né en 2001 à Sutton, en banlieue de Londres, et on peut dire qu'il a baigné dans le tennis toute sa vie, et dès son plus jeune âge, puisque sa famille est concernée par le tennis, évidemment. Son père, Roger Draper, était président du Sport England et de la Lawn Tennis Association, qui est en fait la fédération britannique de tennis, mais c'est à sa mère Nikki qu'il attribue l'approche du tennis. Nikki Draper était une très grande joueuse de tennis, notamment chez les juniors. Elle était l'une des meilleures du pays et c'est elle qui lui a mis la raquette en main dès 3 ans. Il a commencé à taper sur le mur du National Tennis Club de Londres. Alors voilà, c'est là un petit peu qu'il a fait toute sa construction tennistique durant son enfance. Et le National Tennis Club de Londres, c'est quand même un très gros club avec de très belles infrastructures. Donc on peut dire que Draper a baigné dans le tennis et dans un environnement où sa progression est plutôt voilà, très bien entourée, contrairement voilà, aussi à d'autres joueurs qui ont connu des parcours un peu plus chaotiques. Alors pour comprendre véritablement Jack Draper et comprendre un petit peu l'approche de son jeu et aussi de sa carrière, il faut notamment s'intéresser à son coach. Son coach est James Trotman. James Trotman, il a aujourd'hui 43 ans et il fait partie de ces coachs qui ont été très très bons. Lui, il a notamment été très bon chez les juniors. Il a gagné Wimbledon en 95 et l'US Open en 97 en double. Et puis après, suite à des blessures, il a raccroché la raquette. Mais il s'est ensuite tourné vers le coaching. Il a notamment entraîné Kyle Moon à un moment où il l'a vraiment aidé à passer des paliers, notamment en challenger. Et puis là, récemment, il s'est confié à un podcast de l'ATP et il nous livre un petit peu sa façon de voir le coaching, sa façon de voir la carrière d'un joueur et c'est assez intéressant. Alors pour lui, son constat, c'est que la mode de rémunération du tennis crée un petit peu des stars au sommet et notamment un petit peu des joueurs un petit peu divas qui ne veulent pas appliquer tout simplement les méthodes proposées par les entraîneurs et les entraîneurs finalement s'auto-censurent par peur d'être licenciés parce que c'est aussi leur moyen de gagner leur vie tout simplement. Et donc Trotman, il s'inscrit vraiment en faux de ce constat, il s'inscrit en opposition à ça. Lui, il veut vraiment imposer sa vision des choses à Draper et il ne lui cherche pas d'excuses. Il dit d'ailleurs que Draper est un gros bosseur et que pour lui, il est totalement en accord avec cette vision du coaching. Alors, pour ce qui est du jeu, il parle beaucoup de l'uniformisation des surfaces. Et on sait que l'uniformisation des surfaces a entraîné une uniformisation des jeux. Et pour lui, il faudrait peut-être un peu mieux s'adapter au physique des joueurs, à ses capacités techniques aussi. Et d'ailleurs, en parlant de technique, de style de jeu, on va tout de suite plonger dans l'analyse du style de jeu de Jack Draper. Alors même si Draper déclare être fan en bon britannique d'Andy Murray, c'est pour moi vers un autre Andy qu'il faut se tourner pour voilà, comprendre un petit peu le jeu de Draper et faire un parallèle. Et moi j'ai, comme vous l'avez vu, choisi Andy Roddick. Alors dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec ce parallèle. Pour moi, j'ai choisi ce parallèle parce que Draper, comme Roddick, a un très gros service, est très fort du haut du corps et en deuxième coup de raquette, il est aussi très efficace, que ce soit en coup droit ou en revers. Et dans ce domaine d'ailleurs, les stats parlent pour lui. En 2022, il a remporté 83% de ses jeux de service et 75% de ses points sur première balle. Puis Draper, il est très grand, il fait 1m91 et donc ça descend de très haut, ça descend très fort, mais aussi ça donne beaucoup d'angles. Quand on va
vraiment chercher une balle très très au-dessus de la tête, on va pouvoir varier les angles sans forcément que le service soit hyper lisible. Et en moyenne, Draper sert à plus de 200 sur l'ensemble de sa carrière. Donc le service, c'est vraiment un point clé de son jeu. Et on le voit notamment, je l'ai dit, il est très fort du haut du corps, mais on le voit sur certaines photos. Je vous parle des photos parce que Draper, il faut savoir, c'est une autre de ses casquettes, est mannequin, il est mannequin pour une agence. Et donc voilà, on voit qu'il est assez stock du haut du corps, un peu à la manière d'un Berrettini. Dans le jeu, pour moi, son point fort se situe tout de même en revers, où c'est voilà, un coup qu'il maîtrise à la perfection, et surtout c'est un coup il va être extrêmement agressif, il va prendre très tôt, et cette facette de son jeu, c'est pour moi particulièrement illustré contre Carlos Alcaraz à Bâle en 2022. Alors certes, il perd ce match, mais ce qui s'est passé pendant ce match est assez éloquent. En fait, Carlos Alcaraz a choisi, et s'est un peu trompé tactiquement d'ailleurs, il a choisi de l'enfermer avec son coup droit côté revers, et Draper, il a pris la balle très très tôt, il a neutralisé Alcaraz, il a notamment neutralisé Alcaraz en retour, où il a réussi à faire beaucoup de retours bloqués sans commettre trop de fautes, et donc à jouer très long, très profond dès le retour. Carlos Alcaraz n'a pas pu rentrer dans le terrain, et c'est ensuite Draper qui a mené le jeu. Alors pour continuer ma petite comparaison avec Andy Roddick, Draper c'est aussi un joueur qui a des préparations assez courtes. Que ce soit en coup droit ou en revers, c'est assez court, notamment voilà, parce qu'il aime bien aussi bloquer en retour, c'est pour ça qu'il arrive à le faire si bien. Et donc ça lui donne pas forcément un déficit de puissance parce qu'il engage vraiment le corps dans ses frappes. Voilà, moi je sais pas vous, mais perso quand je le regarde jouer, j'ai l'impression vraiment de voir quelqu'un qui se lance dans la balle, et c'est vraiment agréable à voir, et du coup ça crée un joueur qui joue avec beaucoup d'intensité. Alors il est quand même aussi capable de casser le rythme, notamment en coup droit, que je trouve un petit peu plus faible que son revers, où il arrondit. En coup droit aussi, il peut mettre un peu plus d'angle, donc c'est un joueur qui est aussi capable de variation. Et enfin, il est loin d'être maladroit à la volée, heureusement d'ailleurs pour lui, parce que son jeu évidemment le pousse vers l'avant. Donc toutes ces caractéristiques lui ont permis de suivre une grosse évolution au classement en 2022. Il est passé de la 228e place mondiale à la 38e, donc il sera 38e lundi. Et donc voilà, on peut dire que vraiment Draper va arriver en pleine confiance sur cet Open d'Australie 2023. D'ailleurs, si vous voulez évidemment suivre tous nos lives, toutes nos réactions, tous nos pronostics de cet Open d'Australie avec l'ensemble de la team Game Set Talk, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour kiffer ensemble cette quinzaine qui s'annonce fantastique. Alors si Draper a réalisé cette percée au classement, c'est parce qu'il a réalisé évidemment une grosse saison 2022. Alors si son nom vous a évoqué quelque chose tout de suite au début de la vidéo, c'est peut-être parce que vous vous souvenez de son match contre Novak Djokovic à Wimbledon, où il prend le premier set, il avait vraiment secoué le center court, et Novak s'en était sorti, bon, un peu comme à son habitude, on va pas se mentir avec Novak, mais j'ai trouvé Draper sur ce match, un Draper avec beaucoup de courage. On en reparlera notamment quand on va parler de l'aspect mental de ce joueur, mais il n'était pas du tout impressionné, et il avait déclaré ce jour-là avoir fait l'un de ses meilleurs matchs au service, donc ce qui prouve encore une fois l'importance clé de ce coup pour son jeu. Après ça, il a remporté 4 titres en Challenger, 3 à Forlì en Italie, et le dernier en date à Saint-Brieuc contre Zizou Berg, le Belge. Ensuite, il a aussi battu Stefanos Tsitsipas pour atteindre son premier quart de finale au Masters 1000 de Montréal. Et puis, il commence cette année 2023 en pleine forme finalement, puisqu'il vient de faire une demi à l'ATP 250 d'Adélaïde 2, où il a battu quand même Sonego, Tommy Paul qui est très dangereux sur dur, et puis Khachanov qui l'a voulu jouer un petit peu de la même façon. Il a fait un petit peu la même erreur qu'Alcaraz, celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfermer côté revers et jouer assez tendu, et voilà, contre Draper ça pardonne pas, il s'est très vite engouffré vers le filet, a fait beaucoup de points gagnants, et Khachanov s'est incliné. Alors j'espère que tu commences à comprendre pourquoi j'ai peur de mal dormir dans la nuit de lundi à mardi, puisque voilà, Rafa n'arrive pas du tout dans la même forme évidemment que l'année dernière, et il s'est d'ailleurs confié dans une interview dans l'équipe ce matin où il a déclaré je ne sais pas si j'ai déjà eu de tels résultats, forcément je me sens fébrile. Alors le Mallorquin, qui n'est pas très loquace quand il s'agit de décrire sa forme, que ce soit physique ou mentale, il dit toujours que ça va bien. Là quand même, il nous a lâché une petite phrase qui, moi, m'inquiète un petit peu. Et pour le coup, on peut le comprendre, Rafa, puisqu'il a perdu 5 de ses 6 derniers matchs. La seule victoire qu'il a sur ses 6 derniers matchs, c'était contre Ruud au Masters. Et c'était un match avec, on le sait, un peu moins d'enjeu. Et puis, dans ces matchs, on l'a vu très fébrile, Rafa, notamment en coup droit, ce qui est vraiment la marque de sa fébrilité. Hein, quand il joue beaucoup moins long, là, c'est là qu'il
qu'il est un peu plus prenable, on va dire. Et puis c'est au service surtout qu'il est vraiment vulnérable. Et là je vous invite évidemment à aller regarder la vidéo de Cons sur l'analyse des tableaux, son analyse des tableaux de l'Open d'Australie, où il décrit en fait le problème qu'a Rafa au service. Et ce problème, c'est son point d'impact au service, c'est-à-dire la hauteur à laquelle il va frapper le service, qui est beaucoup plus bas cette année que l'année dernière. Il a perdu quelques centimètres. Alors est-ce que c'est dû à son problème aux abdos? C'est possible, mais en tout cas ça crée beaucoup de problèmes tactiques pour Rafa, puisque il va en fait être beaucoup plus lisible au service, il va frapper moins fort, il va pouvoir toucher aussi moins d'angles. Donc les relanceurs vont un peu se régaler là contre Rafa, ils peuvent se régaler en tout cas dans cet Open d'Australie. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, Draper aime bien bloquer au retour, c'est plutôt un bon relanceur. Et donc on le voit facilement, la clé de ce match, ça va être aussi le service de Rafa. Si Rafa ne sert pas bien, il va être sous pression sur ses jeux de service. Draper va réussir à avancer. Et puis de toute façon, quand on est un peu un jeune joueur comme Draper, je pense que voilà, on aborde un match contre Rafa en se disant je vais rentrer dans le terrain, je vais lui faire mal. Donc je pense que ça va être son état d'esprit sur ce match. Il va vraiment vouloir faire mal dès le retour à Rafa. Si Rafa ne sert pas bien, ça va être très très compliqué de gagner de ses jeux de service. Et évidemment, à la relance, il aura encore plus la pression. Bon, alors dans le jeu, comme Draper est gaucher, Rafa va pas pouvoir utiliser cette diagonale sur son coup droit et sur le revers de l'adversaire pour le neutraliser, pour l'emmener complètement côté revers, le sortir du terrain et ensuite vraiment mener son jeu avec son coup droit. Cependant, je pense qu'il peut quand même rester sur cette diagonale, puisque Draper, ça sera son coup droit. Et comme je l'ai dit, Draper en coup droit, il joue quand même moins vite qu'en revers. Donc Rafa, si Rafa reste sur ces diagonales, et je pense que c'est ce qu'il va faire, eh bien, il va avoir un peu plus de temps pour mener le point, pour un petit peu mieux construire son point, et donc avancer ensuite dans le terrain et pas être pris de vitesse sur le côté revers de Draper. Enfin, il y a l'aspect mental. Et c'est extrêmement important, évidemment, l'aspect mental, surtout en Grand Chelem. Et pour moi, l'aspect mental, il joue pas forcément en faveur de Rafa, même si on sait évidemment les ressources qu'a Rafa. Mais la question ici est de savoir dans quelle disposition Draper va arriver sur ce match. Et donc pour moi, Draper, il va arriver dans de bonnes dispositions, puisque on l'avait vu contre Novak, il avait été assez entreprenant, il n'avait pas du tout été mangé par la pression, et donc je pense pas que Draper va se faire absorber par l'enjeu de ce match. A l'inverse des premiers tours presque sans enjeu finalement pour le monstre qu'est Rafa, cette fois on peut dire qu'il y a quand même des inquiétudes, il y a des enjeux, et il y a vraiment une grosse inquiétude même, et donc ça va être intéressant de suivre ce premier tour. D'ailleurs, si tu veux découvrir les pronostics de l'ensemble de la team Game Settle Talk sur ce match, mais aussi sur l'ensemble du tableau, et je te propose d'aller regarder live, notre dernier live qu'on a fait avec tous les chroniqueurs, voilà, tous les nouveaux chroniqueurs dont je fais partie cette année. Et puis on va se retrouver très très vite, mardi à 20h en live pour le débrief de ce premier tour. D'ici là, kiffe bien les matchs et à mardi.